C'est n'importe quoi. Il se passe toujours des dingueries à la CAN. Il a sifflé la fin du match là, 85e. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours un tournoi spécial. Et cette année n'a pas dérogé à la règle. Des actions de dingue. La tentative d'elle. Des retournements de situation. Et des supporters toujours plus fous, cette CAN 2025 a bien tenu ses promesses. Et aujourd'hui, on replonge dans ce tournoi. Bon, commençons par parler du pays organisateur, le Maroc. C'est un pays qui propose des infrastructures solides et un public très présent. Et dès la cérémonie d'ouverture, cette compétition commence avec une promesse. Cette CAN 2026 sera grandiose. Le Maroc n'est pas seulement le pays organisateur, c'est aussi le grand favori, l'une des équipes avec le sens tactique le plus développé. Sous Regragui, les Lions de l'Atlas veulent imposer une grosse intensité, un pressing haut, et surtout la solidité défensive qui leur a permis d'atteindre la demi-finale de Coupe du Monde en 2022. En plus de ça, les Marocains sont à domicile, et pourront compter sur le soutien de leur 12e homme. Évidemment, le Maroc n'est pas le seul favori, il y a aussi le Sénégal, le Nigeria qui affiche de très belles sélections, mais aussi l'Égypte qui a soulevé 7 fois cette coupe, et évidemment la Côte d'Ivoire, championne en titre. Toutes ces équipes ont un très gros avantage, elles ont des superstars dans leur rang. Sur le papier, la hiérarchie est claire, et sur le terrain, la logique s'efface. Chaque sélection vient avec sa fierté, ses chants, ses couleurs, prête à renverser le scénario. Maintenant, place aux phases de groupe. 36 matchs en 10 jours, et chaque minute peut faire basculer une nation. Et dès la première journée, la CAN part comme un incendie, avec le Sénégal qui met 3-0 au Botswana. L'Algérie montre son meilleur visage, avec un 3-0 également. Et surtout, le Maroc qui s'impose 2-0 dans le match d'ouverture, et qui donne tout de suite le ton. Mais pour d'autres, ce sera plus mitigé. Le Nigeria manque de se faire surprendre par la Tanzanie. Ballon dans la boîte et oui, y a pas d'enjeu, y a pas d'enjeu. Voilà Lookman qui va finalement La Côte d'Ivoire, champion en titre, s'impose sur le plus petit des scores, tout comme l'Égypte qui arrache la victoire à la 90e. Mais le match le plus fou, c'est celui entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. À 10 contre 11, les Équato-Guinéens prennent l'avantage à la 84e minute. Le score ne bougera pas jusqu'aux prolongations, et pourtant... Le petit crochet, la frappe derrière le but, la tête d'Edmond Tapsoba qui va offrir la victoire au Burkina Faso. Dès la première journée, il y aura eu 29 buts en 12 matchs. La CAN annonce la couleur, le rythme offensif sera très élevé. Les grands joueurs répondent présents et les petites équipes créent la surprise, comme le Gabon qui tient presque tête au Cameroun. La Zambie qui braque le Mali. A tenté, il ne l'a pas fait. Super ballon. Bref, tous les matchs sont des matchs pièges et le Maroc va en faire les frais face au Mali. Après l'égalisation du Mali et quelques actions manquées, les Marocains auront le droit à des sifflets du public. Jouer devant ses supporters, c'est un avantage de dingue, mais le revers de la médaille, c'est que ça fout la pression. Après ce match, Hakimi va essayer de calmer la tension. Quand on joue à la maison, on joue besoin de le soutien de tous les supporters. C'est pas normal que de temps en temps ils sifflent. Mais ce qui va vraiment renouer les liens, c'est le match contre la Zambie. Les Marocains arrivent en conquérant, et ça paye très tôt. Mais le but que tout le monde retiendra, c'est évidemment le deuxième retourné acrobatique de El Kaabi. C'est magnifique, le deuxième. 6 ans retourné d'Ayoub El Kaabi. Ce retourné scelle la victoire 3-0 et la qualification en 8ème du Maroc. Et le deuxième qualifié de ce groupe A, c'est justement le Mali, une équipe très résiliente capable d'aller arracher des points. Pendant la deuxième journée, il y a aussi eu une grosse surprise. Face au Gabon, le Mozambique met fin à sa série de 40 ans sans victoire en CAN. Pour les Gabonais, le cauchemar n'est pas terminé. Parce qu'avec 0 points en 2 matchs, ils sont condamnés à l'exploit contre la Côte d'Ivoire. Et contre toute attente, ça part plutôt bien pour les Gabonais. 2-0 pour les Panthères, mais les Ivoiriens remontent au score. Et enterrent le Gabon dans les prolongations. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire de finir premier de son groupe, juste devant le Cameroun à la différence de but. On va revenir sur le feuilleton gabonais. Le gouvernement prend très au sérieux cette défaite, et décide 2 jours après le match de virer le coach, le staff, ainsi qu'Ekwele Manga et Aubameyang, en plus de suspendre les activités de la sélection gabonaise. Et c'est bien le gouvernement qui a pris la décision, pas la fédération, ce qui est un acte illégal au vu du règlement de la FIFA. On le sait depuis un petit moment qu'il y a clairement un problème dans la gestion de la sélection gabonaise, qui dépasse le sportif et qui rentre clairement dans la politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'Aubameyang avait pris sa retraite internationale en 2022. Bref, le Gabon finit
finit sa CAN avec 0 points et 7 buts encaissés, ce qui en fait l'une des pires équipes. Mais la pire performance reste celle du Botswana, qui aura fini avec 0 points et 7 buts encaissés, comme le Gabon donc, mais qui en plus n'a marqué aucun but. C'est d'ailleurs la seule équipe du tournoi qui n'a pas marqué. Cette journée dramatique pour certains est l'occasion pour d'autres de sceller leur première place, et souvent sur des gros scores. L'Algérie bat la Guinée équatoriale 3-1, ce qui permet au Fennec de faire la poule parfaite avec 3 victoires. Ils sont les seuls à le faire avec le Nigeria, qui finit aussi à 9 points, mais qui finit aussi meilleure attaque de ses phases de poule, après une victoire 3-1 contre l'Ouganda. Ce Nigeria donne clairement l'impression d'être l'équipe la plus dangereuse quand elle accélère. Et avec Osimhen, Lookman et Chukwueze devant, on comprend pourquoi. Le Sénégal ira lui aussi sceller sa première place. Un 3-0 qui leur permet de finir devant le Congo à la différence de but. Et c'est justement chez les Congolais qu'on a probablement eu la meilleure performance individuelle du tournoi. Et elle est signée Gaël Kakuta. Attention la talonnade, c'est bien fait. Kakuta qui s'élance, il le sent dans cette surface. Un match d'ailleurs arbitré par Tony Parker. Dans ce match, il y a aussi eu une très grosse performance dans les tribunes. Michel Kouka, alias Lumumba, qui a impressionné le monde entier en restant immobile à chaque match du Congo. Il s'agit d'un hommage à Patrice Lumumba, un ancien premier ministre congolais, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo. Et pour finir au niveau sportif, l'Égypte fait de l'Égypte. Pas toujours spectaculaire, mais Salah est présent pour libérer les matchs. On notera aussi la qualification des meilleurs troisièmes, et attention, cette troisième place elle peut être dangereuse. La Côte d'Ivoire l'avait occupée en 2023, pour ensuite remporter le tournoi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet. La première surprise de ces troisième places, c'est le Soudan, qui se qualifie sans marquer le moindre but. On va pas trop rigoler, la France a fait pareil à l'Euro 2024. Ils seront accompagnés du Mozambique, de la Tanzanie et du Bénin, qui se qualifient tous pour la première fois en 8ème. Le Bénin qui a également célébré sa première victoire en CAN. Et nous avons donc le classement final de ces phases de groupe. Voilà, je vous laisse tranquillement l'apprécier et n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Ce qui est assez choquant, c'est que la hiérarchie est hyper bien respectée. Tous les favoris, donc les chapeaux 1, ont tous fini premier et tous les chapeaux 2 ont fini deuxième. C'est hyper rare pour la CAN et normalement il y a beaucoup plus de surprises. Sinon, que retenir de ces 36 matchs? Déjà, aucun match n'est facile. On a vu beaucoup de grosses nations en galère. Mais on a aussi vu une phase de groupe hyper offensive, avec 87 buts en 36 matchs. Et surtout, on a une stat qui est assez folle, c'est que 30% des buts ont été marqués après la 75e. Autrement dit, les matchs se gagnent au mental et les surprises sont de mise. Aussi, les grands joueurs répondent présents, et ça fait plaisir à voir. Salah sauve une Égypte brouillonne, Mahrez guide une Algérie stable, Lookman donne le tempo nigérian, et Brahim Diaz qui dicte le jeu marocain, pendant que El Kaabi fait le spectacle. Les meilleures défenses, elles sont en Afrique du Nord, avec le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, qui n'auront encaissé qu'un seul but chacune. Et ça, c'est un très gros avantage pour la suite, car le football, ça se gagne très souvent en défense. Bref, il est l'heure de passer au tour suivant, là où la CAN commence vraiment. Mais juste avant, si t'aimes ce que tu vois, pense à t'abonner. Voilà, il y a plein de vidéos dans le style qui vont arriver, et ce serait dommage de les louper. Et nous, on repart sur les 8ème. Dès le premier match, le Sénégal, le grand favori, se fait surprendre par le Soudan dès la 6ème minute. Mais réussit à reprendre le contrôle. Et obtient logiquement sa qualification pour les quarts de finale. Mais les Sénégalais ne sont pas les seuls à s'être fait surprendre. Le Maroc aussi s'est fait peur contre la Tanzanie. Faut s'appliquer sur le sol. Pourquoi pas Bounou qui repousse. Attention. Avant que Brahim Diaz ne vienne libérer les Lions de l'Atlas. Brahim Diaz. La frappe de Brahim Diaz. Pendant ce temps, le Nigeria confirme son statut de meilleure attaque du tournoi. La Côte d'Ivoire prend elle aussi son ticket, sans trop de difficultés face au Burkina Faso. Par contre, il y a deux matchs qui ont été beaucoup plus serrés. D'abord le match de l'Égypte contre le Bénin. Après 90 minutes de guerre, les Pharaons sont allés chercher leur qualification en prolongation. Tout comme l'Algérie, qui est venue à bout du Congo après 120 minutes. Typiquement le but de coupe qui éteint les rêves dans les derniers instants. Quand on regarde tous ces quarts de finale, il y a un truc qui frappe. Cette CAN est beaucoup moins chaotique que les précédentes. On connaît le tournoi, les surprises, les matchs pièges, les favoris qui tombent trop tôt. Sauf que cette année, toutes les grosses nations ont répondu présentes. Et ça, c'est aussi une preuve de la progression du football africain. Beaucoup plus de tactique, de maîtrise dans les matchs. On aura d'ailleurs le droit à des quarts de finale magnifiques qui opposent l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest. Enfin, pas complètement, car la Tunisie a raté sa qualification contre le Mali, alors qu'ils étaient à 10 contre 11 depuis la 25e minute. Ça aurait été beau quand même. Le Mali qui se fera d'ailleurs sortir par le Sénégal en quart, après une boulette du gardien, et qui aura fait l'exploit de prendre 3 cartons rouges dans les 3 derniers matchs. Bon, dans ces quarts de finale, il n'y a plus de petits matchs, ce qui va pas empêcher le Maroc de maîtriser le Cameroun 2-0.
ballon au second poteau, la frappe. Et au Nigeria de dominer l'Algérie. Concentré, attention aux Zidane. Il a vu Adams, il a vu Adams, c'est bien fait. Les Algériens qui réussiront à se plaindre de l'arbitrage après 0 tir cadré et après s'être fait manger tout le match. Bon, faut quand même avouer que là, il y a clairement main pour l'Algérie, mais c'est leur seule action du match, donc bon. Dans le dernier match de ces quarts de finale, l'Égypte est partie très fort contre la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire réagit, avant que Salah ne vienne une fois de plus tuer le match. La Côte d'Ivoire est éliminée. D'un côté, il y a les Algériens qui pleurent, et puis il y a les Ivoiriens. Et nous avons ainsi nos 2 demi-finales, 2 matchs au top, avec tous les ballons d'or africains depuis 2017 qui sont présents. 2 bagarres des styles, la meilleure défense contre la meilleure attaque, le Maroc affrontera le Nigeria. Et de l'autre côté, une équipe dominante contre une équipe en bloc bas. Sénégal-Égypte, un remake de la finale de 2021. Fidèle à elle-même, l'Égypte cherche juste à résister, à casser le rythme, et toutes les techniques sont bonnes. Et voilà, classique, du grand classique. Ne soyez pas... Mais ça ne suffira pas, car les Sénégalais finiront par faire sauter le verrou égyptien en fin de match. Il est gêné par l'arbitre, c'est offensif. Et malgré les offensives des Pharaons, le Sénégal garde le cap et s'offre son ticket pour la finale. Et côté Nigeria-Maroc, les tentatives s'enchaînent des deux côtés, mais rien ne rentre. Les Marocains continueront de pousser, Le crochet qui est servi. et après une dernière action, Oui, le match se terminera finalement au pénalty. Bounou, héroïque, en sort 2. la Yemachi face à Bono. En-Nesyri finit le travail, et le Maroc est en finale. Mais avant la finale, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, il y a eu le match de la 3ème place entre l'Égypte et le Nigeria, dont le Nigeria sort victorieux au pénalty, Pour la médaille de bronze du Nigeria, c'est fait. et finit donc 3ème de cette compétition. Et le même jour, c'est le début des polémiques sur la finale. Le Sénégal publie un communiqué reprochant un mauvais traitement de la sélection, particulièrement autour de la finale. D'après la fédération sénégalaise, l'hébergement était mal géré, les supporters ont eu beaucoup de mal à obtenir leur place pour la finale, le Sénégal n'a pas eu accès immédiatement au centre d'entraînement qui lui était prévu, mais le plus gros problème, ça a été un problème de sécurité. Les joueurs sénégalais sont arrivés à l'aéroport de Rabat avec quasiment aucune protection, le tout au milieu de la foule. Bref, le contexte est déjà très tendu. Mais tout ça a peu d'importance, car la finale se gagnera sur la pelouse. Rabat, 18 janvier, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'un côté le Maroc, solide, en contrôle depuis le début de la compétition, et qui affiche un niveau défensif de malade. Un seul but encaissé à cette édition. De l'autre côté, le Sénégal, la force tranquille. Pas les plus impressionnants, mais les plus réguliers. Et surtout l'arme ultime, l'expérience des grands rendez-vous. Maroc-Sénégal, Bounou contre Mendy, Brahim Diaz contre Sadio Mané, Afrique du Nord contre Afrique de l'Ouest, c'est parti pour le match au sommet de l'Afrique. Le Sénégal et le Maroc attaquent la dernière montée de cette ascension vers une deuxième étoile. À cette altitude-là, l'air devient irrespirable. Et contre toute attente, c'est le Sénégal qui prend les choses en main. Sur la cage de Bono. Attention, Iliman Ndiaye face à Bono. Mais Bounou répond présent, c'est le début d'un match de tennis. Action pour le Maroc, Anous pour Ekab. puis pour le Sénégal. Brahim Mbaye, la frappe. Évidemment, vous savez tous que c'est pas le temps réglementaire qui nous intéresse dans ce match, parce que c'est dans le temps additionnel que le match devient complètement fou. Ça commence avec un corner pour le Sénégal. C'est frappé au second poteau. Oh, la transversale, mais il y a un coup de sifflet. Pas le temps de célébrer, l'arbitre annule le but sans même checker la VAR. Une décision déjà très litigieuse, et seulement 2 minutes plus tard, Hakimi. les Marocains demandent un penalty. L'arbitre retourne à la VAR, et la suite, vous la connaissez. Un penalty pour le Maroc. Et alors les Sénégalais veulent sortir. Les Sénégalais vont quitter la pelouse. Pacho les appelle. Ils ne reprendront pas le match. Ils décident de quitter le terrain. Mais dans tout ce bordel, il y a un homme qui ne veut pas rentrer. Sadio Mané, lui, veut se battre, quitte à perdre avec l'honneur. Et il va ramener tout le monde sur le terrain. Tout le monde est de retour. En-Nesyri est prêt à tirer, mais laisse le ballon à Brahim Diaz. Il a la balle du tournoi, le poids de la nation sur les épaules. Malheureusement, la suite, vous la connaissez déjà. C'est inimaginable de faire ça alors que le Maroc a un doigt sur la coupe. Et pour ne rien arranger, 4 minutes après le début des prolongations, La récupération de Sadio Mané. Et la frappe.
lucarne. Elle est magnifique. Après un scénario invraisemblable, le Sénégal prend l'avantage dans cette finale. La confiance a complètement changé de camp, et Mbaye passe très proche de doubler la mise. Derrière, le Sénégal continue de pousser, mais Bounou maintient le Maroc hors de l'eau. Le scénario est catastrophique pour les Marocains, et la peur se lit sur leur visage. Malgré leurs offensives, ils ne parviennent pas à retourner la rencontre. Le Sénégal résiste, et au bout du bout, est champion d'Afrique. Le Sénégal remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations et va donc ajouter une étoile sur son maillot. Du caractère et de la résilience côté sénégalais, une sélection portée par un Mané exemplaire qui lève le trophée pour sa dernière CAN. De l'autre côté, évidemment, la tristesse marocaine qui perd devant son public dans un scénario improbable. Bon, faut aussi qu'on reparle du penalty. Il est tellement mal tiré que des gens pensent que Brahim Diaz a fait exprès. Il l'a fait exprès pour calmer les esprits. Est-ce que pour vous, il a fait exprès ou pas? Moi je pense pas. C'est mon avis. Pour moi, il voulait juste faire une Zidane 2006. Il avait d'ailleurs fait la même à la Coupe du Monde du 17 avec l'Espagne, donc je pense qu'il voulait juste l'édite, hein. Ou peut-être il voulait être dans une compile top 10 moment de respect dans le foot, on sait pas. En vrai, ça aurait été moche de gagner là-dessus, donc c'est peut-être pas plus mal qu'il la mette pas, même si derrière le scénario est cruel. Cette finale aura été celle de toutes les controverses, parce qu'il y aura eu les décisions arbitrales, mais pas que. Dans la liste des polémiques, on a les ramasseurs de balles marocains qui essaient de voler la serviette d'Edouard Mendy à plusieurs reprises, et qui plaquent au sol le second gardien sénégalais, et derrière un officiel marocain qui course le gardien pour récupérer la serviette. Et quand on voit ces images, c'est dur de s'imaginer que le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030. Et ces histoires de serviettes, elles vont pas s'arrêter qu'aux ramasseurs de balles. Et oui, parce qu'il y a les pros qui s'y mettent aussi. Il y a Saibari qui essaie de la récupérer à plusieurs reprises, Hakimi aussi qui la dégage sur un temps mort. On dirait presque qu'on parle de la finale de la CAN des quartiers, pas de la CAN officielle. Bref, un comportement de merde qui empêche pas le Maroc de gagner le prix d'équipe la plus fair-play du tournoi. Et en individuel, c'est Hakimi qui va le récupérer, qui vole lui aussi des serviettes. D'ailleurs, voler la serviette, les Marocains l'avaient déjà fait face au gardien nigérian, qui leur a d'ailleurs répondu après la finale, ils utiliseront la serviette pour sécher leurs larmes. Mais il y a aussi eu des problèmes côté adverse, avec les supporters sénégalais qui se battent avec la sécurité après le but retiré. Et Mané, encore en héros, demande à tout le monde de remonter. On peut aussi parler de la déstabilisation du Sénégal envers Brahim Diaz, le fait de sortir du terrain, puis revenir, puis gagner du temps au retour, et le pire c'est que ça a marché. Je pense déjà il y a eu beaucoup de temps avant qu'il tire le penalty, ça a dû le perturber. Pour la défense de Brahim Diaz, c'est hyper dur de tirer un péno après autant de temps. Sinon, un peu plus drôle, on a Ibrahim Mbaye qui répond à un snap pendant la coupure, on a aussi Yehvan Diouf, le second gardien sénégalais, qui célèbre avec la médaille et avec la serviette. Bref, la CAN qui semblait gagner en prestige depuis le début de la compétition, a tout perdu au moment de la finale, devant les yeux du monde. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. Bon, je crois que Regragui, il a pas vu que ses joueurs volaient la serviette de Mendy, hein. Ni le Maroc, ni le Sénégal n'est tout blanc ou tout noir dans cette histoire. Et Papio s'est excusé de son comportement. Bon, je m'excuse pour le football. Bon, il va sûrement se manger des grosses sanctions, mais quel flot. D'ailleurs, les Sénégalais n'étaient pas les seuls à quitter le terrain après une décision arbitrale. Ronaldo l'avait déjà fait contre l'Irlande, et l'Argentine aussi. Mané explique d'ailleurs pourquoi il a fait revenir tout le monde sur le terrain. Ça aurait été vraiment triste de voir une finale terminée ici. C'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. Je préférais perdre que ça se coupe. Pour les récompenses individuelles, Sadio Mané finit évidemment meilleur joueur de la compétition, Yacine Bounou finit meilleur gardien, c'est vraiment mérité après le tournoi qu'il a lâché. Il a toujours été respectueux, classe et surtout fair play. Et Brahim Diaz finira meilleur buteur avec 5 buts en 6 matchs, mais évidemment c'est pas ça que les gens vont retenir. Et restons respectueux de Brahim Diaz, il a tenté, il a raté, voilà c'est aussi ça le football. Il aurait réussi, tout le monde aurait crié au génie. Bref, cette CAN aura bien tenu ses promesses, et on y aura vu beaucoup de choses. Un vieillard de 36 ans qui envoie une patate contre l'Algérie, pendant qu'un adolescent donne la qualification à la Côte d'Ivoire, Kakuta, 34 ans, qui lâche la meilleure perf de la compétition, pendant que Mbaye, 17 ans, est à 2 doigts de tuer la finale. Une CAN où pour une fois tous les favoris sont allés au bout, mais où chaque match a gardé cette folie propre à l'Afrique. Cette édition, elle donne l'impression que la compétition a passé un palier. Un record d'affluence, avec plus d'1 million de spectateurs après l'écart, une hausse de 90% des revenus commerciaux, un record de diffusion en Europe avec plus de 30 pays couverts, preuve que le tournoi commence à intéresser au-delà de l'Afrique. Une compétition toujours perfectible, mais une chose est sûre, le football africain commence à vraiment s'affirmer. Pas seulement par le talent, car ça on le savait déjà, mais par les visions tactiques, les structures et maintenant aussi par l'attractivité. Aujourd'hui, c'est presque impossible d'ignorer la CAN, même si t'es pas du continent. Et maintenant, la question n'est plus est-ce que l'Europe regarde, mais est-ce qu'elle est prête pour les prochaines années.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je sais, j'ai pas pu parler de tout le monde, la vidéo est déjà assez dense, donc désolé pour ça. Je vous invite à vous abonner et à regarder une vidéo précédente qui doit s'afficher quelque part par là. Et moi je vous dis à la prochaine.